Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Conseil d'État, dans cette salle de l'Assemblée générale, pour cette troisième conférence préparatoire au rapport annuel que nous avons choisi de consacrer à la mer et les politiques publiques. Cette troisième conférence est consacrée, vous l'avez vu sur le programme, aux enjeux de défense et de sécurité, sujet, hélas, d'une actualité particulièrement brûlante en ce moment. La mer est un enjeu évident de souveraineté en raison du poids de la France dans le concert des nations et de l'importance de son domaine maritime, importance quantitative, le deuxième au monde, mais également par son positionnement géographique, puisque ce domaine maritime français couvre la totalité, ou en tout cas une grande partie de la planète. Cette conférence va nous permettre de poser dans tous les domaines qui concernent la mer, d'identifier les enjeux stratégiques et de sécurité et les moyens dont la France dispose ou dont elle devrait disposer pour tenir son rang en termes de souveraineté et de sécurité sur les mers. Ces défis, avec nos différents intervenants, nous les développerons. Ils sont nombreux. Pêle-mêle, sécurité, défense, bien sûr, liberté des mers, appropriation illégale des ressources par la piraterie, par les trafics, environnement. La mer est également un enjeu du point de vue des flux migratoires. Et puis, c'est également un enjeu pour ce qu'on appelle les infrastructures critiques, et notamment les câbles. Et là encore, l'actualité en mer Baltique, dans les derniers mois, l'a démontré. Pour ce qui est de nos moyens, nous avons des capacités navales importantes. La France a les moyens d'être présente sur les mers. Est-elle assez dotée? Nous en discuterons peut-être. La France a un modèle singulier de l'action de l'État en mer. Nous l'évoquerons sans doute également. Il y a une coordination entre le civil et le militaire qui est également, sinon spécifique à la France, en tout cas une marque de fabrique de la France. Et puis il y a toute l'action et tout le rôle joué par les collectivités et départements et territoires d'outre-mer dans cette problématique. Alors pour aborder tous ces défis, tous ces enjeux et discuter des moyens et de l'action de la France, dans l'ordre dans lequel la parole va leur être donnée, nous accueillons ce soir le général Ducept, qui est secrétaire général de la mer, l'amiral Guillot, qui a été chef d'état-major des armées de 2010 à 2014, monsieur Bertrand Monnet, qui est professeur à l'EDEC Business School, et madame la députée Estelle Youssoufa, députée de Mayotte et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Sans attendre, je donne la parole au général Ducept pour brosser un premier tableau de l'ensemble de ces problématiques. Merci, Monsieur le Président. Merci au Conseil d'État de me donner, mais je crois de nous donner l'occasion d'échanger avec vous sur nos problématiques maritimes, de mieux mettre en avant les enjeux maritimes auxquels nous sommes amenés à faire face, de mieux mettre en avant aussi l'engagement qui est le nôtre et puis les évolutions que nous souhaitons porter pour être demain toujours plus efficace, toujours plus présent sur l'ensemble des mers du globe. Alors je ne reviendrai pas sur l'espace maritime français, deuxième espace maritime mondial, sur le fait que la France est une puissance maritime mondiale au travers de ses territoires ultramarins, au travers des ZEE que ces territoires ultramarins nous permettent de disposer sur l'ensemble des mers du globe. Donc je reviendrai d'abord sur quelques-uns de nos enjeux et bien sûr derrière sur notre manière d'y répondre et d'assurer au mieux la souveraineté de la France avec un modèle, celui de l'action de l'État en mer, qui est coordonné par le secrétariat général de la mer, qui me semble-t-il,
au-delà de son caractère un peu spécifique et unique, est aussi un modèle d'une grande efficacité et j'essaierai de vous le démontrer. Revenons d'abord sur les enjeux. Je pense que la mer, c'est d'abord un espace de solution, un espace qui nous permet de nous lier, et on le voit aujourd'hui à travers de la crise du Golfe arabo-persique, en effet, la mer, c'est l'espace de la mondialisation, et que cette mondialisation, elle nécessite des flux maritimes qui soient les plus fluides possibles. Aujourd'hui, le blocage du détroit d'Ormuz, ça crée une véritable crise économique mondiale. Pas nécessaire, je pense, de le développer. La mer, c'est aussi c'est un espace de ressources énergétiques fortes, alors des ressources énergétiques carbonées que nous connaissons, mais aussi de plus en plus des ressources énergétiques décarbonées avec le développement de l'énergie éolienne marine, qui nous apporte des solutions, mais qui nous crée des contraintes auxquelles nous devons faire face, et j'y reviendrai. La mer, c'est un espace qui nous nourrit, avec un chiffre intéressant. Sur les 50 dernières années, nous avons multiplié par 5 la flotte de pêche et la pression de pêche sur la ressource halieutique. Donc on voit que d'une part, cette mer, elle est nourricière, mais que cette mer, il faut aussi la protéger, en particulier la protéger de la pêche illégale qui représente aujourd'hui plus de 20% de la pêche globale. En fait, la mer, c'est aussi un espace d'espoir parce que aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose de nos fonds marins, on ne sait pas grand-chose de la biogénétique marine, mais on entrevoit de nombreuses solutions en matière médicale qui nous permettront demain de traiter des maladies qui aujourd'hui ne peuvent pas l'être. Enfin, je voudrais le rappeler, la mer, c'est un espace qui nous protège au travers de son action climatique et qui est fragile. Le sommet de l'UNOC a démontré que sur le siècle dernier, au cours du siècle dernier, l'océan a pris 1,5 degré en moyenne, et que ses capacités d'absorption de la chaleur, d'absorption du CO2 ont été fortement modifiées avec des risques majeurs sur le devenir de notre humanité. Enfin, la mer, c'est véritablement pour la France un formidable atout. C'est un formidable atout, mais c'est aussi un atout qui est fortement mis en compétition, car aujourd'hui, c'est un espace qui fait l'objet de tentatives d'appropriation. C'est un espace ouvert qui se referme, c'est un espace de compétition, et on le voit, c'est devenu aussi un espace de confrontation. Nous sommes face à une forme de désinhibition des acteurs, de stratégies hybrides qui se développent. Nous avons évoqué les câbles sous-marins qui sont aujourd'hui l'objet de dégradation volontaire, involontaire, par des États, par des proxys d'États, et qui nous oblige à repenser notre mode de sécurisation de ces câbles qui sont vitaux pour notre développement, vitaux pour nos communications. L'espace maritime, c'est aussi un espace d'appropriation, et donc un espace d'appropriation de l'espace. On l'a vu au travers de la mer de Chine, on le voit au travers des tentatives de prise de contrôle de territoires tels que le Groenland, qui est certes terrestre, mais aussi extrêmement important d'un point de vue maritime, et avec, parallèlement à tout cela, la remise en cause de la libre circulation dans l'océan. Donc, face à ces vulnérabilités, et je n'évoquerai pas le domaine militaire que je pense que l'amiral Giraud va développer plus amplement. La France a développé un modèle d'action de l'État en mer qui est assez unique et singulier, qui permet cette continuité entre la sécurité et la défense, qui permet à la France d'exercer une forme de souveraineté sur l'ensemble du spectre des politiques publiques. J'ai parlé de la sécurité, mais c'est aussi vrai de l'environnement, c'est aussi vrai de l'énergie, c'est aussi vrai de l'économie. Et donc, ça nous permet de faire avancer, de marquer les politiques françaises dans l'ensemble de ces domaines. Donc, un cadre d'action de l'État en mer qui est à la fois unique et singulier, qui se base sur deux principes. Celui de la verticalité, l'autorité du Premier ministre, la coordination du secrétariat général de la mer, le commandement des préfets maritimes et des préfets délégués du gouvernement en Outre-mer,
Et la transversalité des différents ministères à Paris, des administrations centrales, mais surtout la transversalité des services de la marine, évidemment, de sa gendarmerie maritime, des douanes, des forces de sécurité intérieure, mais aussi de l'Office français de la biodiversité et de manière associée de la SNSM qui joue aussi un rôle dans ce domaine transversal de l'action de l'État en mer. Verticalité, transversalité, intégration globale de l'ensemble des services pour mener l'ensemble de nos missions, continuité entre le littoral et la haute mer, cadre juridique qui nous permet de traiter l'ensemble du spectre de nos missions en disposant d'une part du volet du droit international avec la mise en œuvre de la Convention de Montego Bay, mais ce cadre international étant lui-même mis en œuvre dans le droit national, Code de sécurité intérieure, Code des transports, Code de l'environnement, ce qui nous permet de traiter avec un cadre juridique stable et solide l'ensemble de nos missions et de répondre à l'ensemble des problématiques, aussi bien sur nos littoraux, en mer territoriale, en mer contiguë, dans notre ZEE, comme en haute mer. Ça, c'est très spécifique à la France et c'est un atout très fort pour nous. Alors, si l'on veut préciser un peu notre action dans le cadre de l'action de l'État en mer, je dirais que le secrétariat général de la mer est organisé en deux pôles majeurs, le pôle régalien, police de la mer, sécurité générale maritime, sauvetage en mer, protection des populations et des biens, et puis un deuxième pôle qui va s'assurer de la bonne coordination des politiques publiques maritimes, de la bonne intégration de l'ensemble des problématiques par les différents ministères et du respect de la souveraineté française sur l'ensemble de ces politiques et sur l'ensemble de nos territoires. C'est une fonction qui est très importante. Et nous faisons cela dans un cadre de continuité, de cohérence et de permanence. Je vais maintenant vous donner quelques exemples, parce que je pense que parler de l'action de l'État en mer, ça ne vaut que par les exemples que l'on pourra mettre en avant et qui démontreront les leviers qui sont les nôtres pour agir. Je prendrai trois exemples dans le cadre de la sécurité. D'abord, la lutte contre le narcotrafic, qui est un élément majeur de notre action. La lutte contre la pêche INN, qui est elle-même très importante. Et puis, la lutte contre l'immigration irrégulière. Dans le cadre du narcotrafic, d'abord vous dire que la France a une action majeure en mer. En 2025, nous avons saisi 90 tonnes de stupéfiants sur l'ensemble des mers du globe, avec 3 points d'attention particuliers, la zone Antilles, la zone Atlantique Sud, le golfe de Guinée, et puis l'océan Indien, et plutôt le nord de l'océan Indien, avec des thématiques particulières à cette zone qui sont plutôt un trafic régional entre l'Iran et l'Afrique continentale. Pour mener cette action, nous mobilisons l'ensemble des forces et nous pouvons agir sur l'ensemble des océans, comme je le disais, du littoral à la haute mer, avec une stratégie qui s'organise en trois strates. La haute mer, tout d'abord, la marine étant l'acteur majeur qui est engagé dans ce dispositif, qui nous permet d'exploiter les renseignements qui nous sont donnés à la fois par les services français, mais aussi par l'ensemble de la communauté internationale au travers de différents organismes de coopération qui sont extrêmement efficaces aussi bien en Atlantique que dans l'océan Indien. Partant de là, notre travail, c'est de relocaliser grâce à une surveillance aérienne, les navires qui sont suspects, puis de les intercepter en disposant de navires de la Marine nationale, avec un triptyque qui est habituel, le navire, l'hélicoptère et la capacité d'intervention. Ça a été mené
30 fois l'année dernière en 2025. Et comme je vous le disais, avec des résultats qui nous ont permis de saisir 90 tonnes de stupéfiants. Dans le futur, et c'est dans ce sens que je voulais vous présenter mon propos, c'est à toujours vous dire que voulons-nous faire de plus. Ce que l'on veut faire de plus, c'est d'abord développer des capacités, aussi bien au niveau national qu'en capacité de mutualisation avec nos alliés, qu'ils soient européens ou qu'ils soient régionaux, par exemple les pays du Golfe de Guinée. C'est aussi de disposer de nouvelles capacités en termes de droit international. Nous sommes dépendants dans ce cadre de la Convention de Montego Bay, et que cette Convention de Montego Bay et son application, qui est la Convention de Vienne, prévoit que dans le cadre du narcotrafic, nous demandions à l'État du pavillon l'autorisation de procéder à l'inspection du navire. Tout cela peut prendre du temps, tout cela peut rendre complexe l'interception. Et avec les 40 ans de la Convention de Vienne, nous considérons qu'il peut être possible d'interroger nos partenaires internationaux sur la possibilité de la faire évoluer, cette convention, pour que nous puissions disposer d'outils internationaux plus souples, nous permettant d'agir plus rapidement dans ce cadre de la haute mer. Autre possibilité peut-être pour nous de mutualiser nos capacités et de donner un cadre d'action qui soit plus solide pour les autres pays, en particulier européens, qui ne disposent pas d'une législation adaptée à la haute mer, celui de mettre en place des opérations de l'Union européenne qui permettraient de les mobiliser et de les faire agir avec nous contre le narcotrafic. Ce narcotrafic pour lequel nous représentons, nous la France, 60% des prises européennes. Donc très clairement, nous sommes les premiers à agir dans ce domaine et nous devons, si nous voulons progresser, nous devons aller chercher des coopérations. Première strate, la haute mer. La deuxième strate de notre stratégie, ce sont les approches côtières. Et dans ce cadre-là, notre premier centre d'attention, ce sont les Antilles. Les Antilles qui sont extrêmement touchées par le trafic de stupéfiants, à la fois un trafic de stupéfiants qui vient gangréner les sociétés antillaises, mais un trafic de stupéfiants qui est aussi utilisé en rebond vers la métropole et vers l'Europe, avec le développement de nouvelles lignes commerciales. Et pour ce faire, pour lutter plus efficacement, bien évidemment, nous avons développé des capacités, en particulier des capacités radar en Martinique, que nous sommes en train de prolonger en Guadeloupe, mais aussi développer les capacités à mieux interagir entre la mer avec des intercepteurs et la terre avec un dispositif territorial beaucoup plus resserré, intégrant l'ensemble des forces de sécurité intérieures ainsi que les armées. Et ça donne là aussi des résultats tout à fait probants. Alors non seulement dans le domaine du trafic de stupéfiants, mais aussi pour l'ensemble des trafics qui viennent gangréner ce territoire. Enfin, le troisième niveau de la lutte, ce sont évidemment les ports, nos grands ports maritimes, mais plus généralement l'ensemble des ports métropolitains et ultramarins, pour lesquels nous avons développé, d'abord dans le cadre de la loi de lutte contre le narcotrafic de 2025, puis aujourd'hui dans la mise en œuvre de son application et du renforcement des mesures, il y a un certain nombre de mesures qui nous permettent de renforcer le périmètre de sécurité, d'améliorer la sécurisation des personnels qui travaillent dans nos ports et de mieux contrôler l'ensemble des flux. C'est un travail de longue haleine et pour mieux le prendre en compte, nous avons lancé des missions à la fois d'inspection multiservices dans nos ports, mais aussi de parangonnage avec les ports nord-européens qui ont été peut-être avant nous et de manière plus importante touchés par ces trafics et qui ont apporté des réponses qui étaient tout à fait intéressantes dans ce domaine. Donc une stratégie de lutte contre le narcotrafic à 3 niveaux, haute mer, côtier, portuaire, une stratégie qui évolue en termes de capacité, en termes de droit, et une stratégie qui doit nous permettre, à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen, de mieux lutter contre un trafic dont je n'ai pas cité le volume, mais qui est en exponentiel. On parle de 4000 tonnes de production de cocaïne en 2025, vraisemblablement plus de 1500 tonnes qui sont arrivées sur les côtes européennes, avec un prix du gramme de cocaïne vers le consommateur final qui a été divisé par 3 sur les 10 dernières années. Donc on le voit bien, aujourd'hui, même si on peut donner un satisfecit sur notre engagement, la réalité
du trafic fait que nous sommes très très loin d'avoir trouvé une réponse adéquate et qu'il faut continuer à nous mobiliser. Deuxième point d'attention pour moi sur lequel je voulais revenir, l'immigration irrégulière. Alors, la France fait l'objet de deux phénomènes qui sont assez concentrés dans l'espace. Le premier, c'est un phénomène migratoire vers Mayotte, et Madame la députée, je pense que vous l'évoquerez vous aussi. C'est un phénomène migratoire qui est très important, issu des Comores, mais aussi d'Afrique continentale, pour laquelle le secrétariat général de la mer, le préfet délégué du gouvernement de la Réunion et celui de Mayotte ont mis en place là aussi une stratégie en multiniveau, terrestre et maritime, avec une intégration de plus en plus forte. Et pour nous, un véritable challenge, celui de nous remettre à niveau après Chido, qui avait mis à terre quasiment l'ensemble de nos capacités de détection radar, pour lequel nous avons donc remonté, après laquelle nous avons remonté ces dispositifs, que nous sommes en train maintenant aujourd'hui de renouveler, d'améliorer, pour à la fois mieux détecter, mieux nous assurer de la réalité des mobiles qui sont détectés, et puis vous intercepter de manière plus efficace. Je note que toutes les semaines, les interceptions progressent et que, au-delà même de ce volet interception des Kwassa-Kwassa entre les Comores et Mayotte, nous avons développé en 2025 un dispositif qui nous permet d'aller contrecarrer une autre forme de trafic issue d'Afrique continentale, essentiellement de Tanzanie, avec l'arrivée massive de migrants venus de la région, pour la plupart des Grands Lacs, qui posent d'autres problèmes à la société mahoraise et pour lesquels nos capacités de traitement sont très limitées, car les capacités de retour vers les pays sont difficiles. Donc l'idée pour nous est véritablement de casser ces trafics, de casser le crime organisé qui se trouve derrière ces trafics, et nous avons mis en place des dispositifs avec la Marine nationale, et là donc en haute mer, à base d'avions de patrouille maritime, de navires de haute mer, de capacités d'interception pour justement bloquer ces boutres. Et les deux opérations que nous avons menées en 2025 ont toutes deux été tout à fait positives, avec interception de boutres et de Kwassa, interception surtout des passeurs. Et pour ce qui est des passeurs, un traitement judiciaire qui a permis des condamnations pour les passeurs du premier boutre et une procédure en cours qui je l'espère, donnera des résultats probants pour les 7 passeurs qui ont été interceptés lors de la deuxième opération. Et ces opérations, nous allons bien évidemment continuer à les mettre en œuvre en 2026. Donc une stratégie d'approche Comore, une stratégie de haute mer par rapport à l'Afrique continentale, avec un dispositif de renseignement, un dispositif d'interception dans les deux cas. Premier focus sur l'immigration régulière. Deuxième focus que je voudrais faire sur l'immigration régulière, c'est cette migration qui non pas une immigration vers la France, mais de la France vers le Royaume-Uni, en Manche-Mer du Nord, avec des chiffres qui sont très importants en 2025, près de 48 000 tentatives de passage vers le Royaume-Uni, plus de 6 000 personnes qui ont été sauvées en 2025 par notre dispositif, et la volonté pour nous de développer, de maintenir un dispositif de search and rescue qui soit le plus efficace possible. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de rappeler ce dispositif. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous disposons de 6 navires de haute mer qui assurent ces secours et qui réalisent, comme je l'ai dit, plus de 6 000 sauvetages dans l'année en 2025, avec un taux de mortalité de ces passages qui a été divisé par 3 entre 2024 et 2025, ce qui démontre l'efficacité. Alors, on est toujours insuffisant, mais on est confronté à un crime organisé qui lui-même étant soumis à la pression des forces de sécurité intérieure à terre, à la pression
que nous mettons en mer, eh bien, n'hésite pas à prendre de plus en plus de risques pour les migrants clandestins en faisant que ceux-ci qui étaient à peu près 50 par navire il y a 3 ans se retrouvent aujourd'hui à 80, 90 par navire. Moins d'un tiers d'entre eux disposent d'équipements de sécurité. L'essentiel d'entre eux ne savent pas nager. Et ils sont lâchés en mer sur des navires qui ne peuvent pas prendre la mer parce qu'ils sont totalement inaptes à la navigation. Donc notre travail est de les surveiller, de les détecter, de les surveiller, de les accompagner, et évidemment, en cas de naufrage, de sauver. C'est ce que nous faisons tous les jours, ce que nous avons fait encore aujourd'hui. Et c'est un travail remarquable qui est mené sous l'autorité des préfets maritimes, sous la coordination des CROSS et avec l'ensemble des services, car dans cette mission, marins, gendarmes maritimes, personnels des affaires maritimes, douaniers, personnel bénévole de la SNSM sont tous les jours engagés pour lutter. Alors face à cet enjeu, face à ce défi, nous avons développé 2 axes d'action. Le premier, c'est rappeler aux Britanniques que si nous sommes obligés de mettre en place un dispositif aussi important, c'est parce que nous avons mis en œuvre les accords du Touquet, et donc il serait opportun que les Britanniques financent une partie de ce dispositif qui est extrêmement onéreux. Et puis le deuxième axe d'action que nous avons, c'est faire en sorte que l'Union européenne ne se désintéresse pas de cette frontière et que, au travers de Frontex, elle participe à cet effort de sécurisation. Et en 2026, nous aurons la chance de bénéficier de 2 navires qui viendront nous épauler pour la période estivale et qui nous permettront de disposer d'un dispositif encore plus efficace, mais aussi de libérer quelques-unes de nos capacités. Donc une volonté de partager ce fardeau tout en garantissant la sécurité des personnes et en assurant et en assumant le fait que nous sommes là pour sauver les personnes et garantir la vie humaine en mer. Troisième point d'attention pour moi, peut-être qu'il faudrait-il que j'accélère un peu, la pêche INN, la pêche illégale. Cette pêche qui représente 20% de la pêche mondiale et qui s'exerce soit de manière illégale, soit de manière tout à fait détournée. Alors pour nous, cet engagement, il se matérialise dans 2 zones. La Guyane, dans nos eaux, essentiellement, et puis le golfe de Guinée où la Marine nationale exerce une action majeure en coopération avec les États côtiers. Notre objectif est double. C'est d'abord un objectif opérationnel et en Guyane, par exemple, nous avons doublé et les saisies et les procédures qui sont mises en œuvre contre les pêcheurs vénézuéliens, brésiliens, qui viennent sans droit ni titre pêcher dans nos eaux. C'est un effort de surveillance, c'est un effort d'engagement, d'interception, et c'est un effort de procédure qui nous a permis de détruire environ 12 navires en 2024 et en 2025, avec la volonté d'aller plus loin. D'abord en nous permettant d'océaniser les navires qui auront été détectés en pêche illégale au large des côtes guyanaises lorsque ce sera possible et que les conditions de dépollution de ces navires seront réunies. Ce qui nous permettra de maintenir à la mer beaucoup plus les navires beaucoup plus longtemps, les navires d'État, et donc d'être beaucoup plus présents en mer. Autre point d'attention pour nous, et c'est actuellement, je pense, au Conseil d'État, l'objectif de pouvoir constater par drone les actions de pêche illégale. Ce sera une grande première parce que ça nous permettra de ne pas mettre nos bateaux à vue des navires de pêche et là aussi de pouvoir multiplier les constatations de pêche illégale et donc d'être beaucoup plus efficace dans notre engagement. Il faut savoir que déjà entre 2024 et 2025, nous avons renforcé notre présence aérienne et grâce à ce renforcement, nous avons doublé le nombre de procédures de pêche illégale par voie aérienne entre ces 2 années. Donc des évolutions à la fois en droit
et en capacité pour être plus efficace. Et puis une autre évolution qui est peut-être moins évidente pour nous, pour vous, c'est le fait de redévelopper une capacité de pêche nationale en Guyane. En Guyane, on n'a plus que 21 navires sous pavillon français. Et l'essentiel de la pêche est hélas réalisé, la pêche légale est hélas réalisée par des navires vénézuéliens. Or, on sait que lorsqu'on a une pêche nationale dans nos eaux, eh bien, c'est le premier vecteur de contrôle de ces eaux. Et ça, c'est ce que nous voulons développer demain en Guyane. Ça passe par une révision de la politique de pêche commune, des règlements de contrôle, ça passe par un effort européen pour nous permettre de prendre en compte les besoins de nos territoires ultramarins dans ce domaine. Et c'est vrai de la Guyane, mais pas que, c'est aussi tout à fait vrai de Mayotte. Donc, premier effort. Le deuxième effort que nous menons, il est dans le golfe de Guinée. Là, c'est un effort qui est international avec les pays riverains pour faire face à une pêche industrielle et illégale qui vient piller littéralement les fonds et qui vient totalement déstructurer ces sociétés littorales du golfe de Guinée qui, par millions de personnes, vivent de la pêche et vivent d'une pêche de proximité. Donc l'idée pour nous est de développer les capacités des États riverains, de développer leurs compétences et aussi de leur mettre à disposition nos navires lorsqu'ils sont sur zone pour que ceux-ci puissent embarquer des contrôleurs de pêche dans ce qu'on appelle le ship riding, ce qui permet eh bien, d'acclimater, d'acculturer et de développer l'activité répressive de ces États, de les amener à mieux contrôler leur pêche pour mieux contrôler leurs ressources halieutiques. Vous voyez, c'est trois exemples qui montrent que la France est à la fois active pour sécuriser ces eaux, les eaux territoriales, la haute mer, qu'elle le fait pour elle-même, qu'elle le fait au profit d'autres États. Au-delà de ces trois exemples qui sont directement sécuritaires, je voudrais revenir sur quelques éléments qui sont d'actualité. La flotte fantôme, qui est un élément. Alors, la semaine dernière, ce sont nos amis belges qui ont saisi un navire. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que la flotte fantôme russe, elle permet d'exporter le pétrole russe. Elle représente sans doute plus de 40% des ressources que la Russie est en capacité de mettre à disposition de son effort de guerre contre l'Ukraine. Donc, toucher cette flotte fantôme, c'est fragiliser les capacités financières de la Russie à faire la guerre contre l'Ukraine. Donc, c'est tout sauf anodin. Nous avons mené 2 actions qui nous ont permis d'intercepter 2 navires qui naviguaient sans pavillon ou avec de faux pavillons ou avec de faux certificats. Le premier en Atlantique, le second en Méditerranée. Ces actions, elles ont eu un impact direct sur les navires en question, parce que ces navires ont été immobilisés, ils ont fait l'objet de sanctions, pour le second d'une caution qui était très importante, en plusieurs millions d'euros. Mais derrière ça, c'est toute une économie souterraine qui a été déstabilisée avec des changements de route et donc des élongations plus importantes et donc des coûts pour les armateurs et les acheteurs finaux qui rendent le pétrole russe moins intéressant et qui surtout limitent les capacités de financement de la Russie pour son effort de guerre. Donc c'est ouais, j'accélère. Donc vous voyez, notre action, elle est à la fois très directement liée aux problématiques françaises de lutte contre les trafics, mais aussi elle nous permet d'agir pour renforcer notre capacité souveraine et agir au niveau international. Autre point d'attention pour moi, les câbles sous-marins. Là encore, le conflit russe et ses conséquences ont bien montré la fragilité de nos câbles sous-marins. D'une part, leur importance, parce que ceux-ci sont les vecteurs de communication les numéro 1 entre les différents continents, entre les différents États. Ils représentent plus de 95% du flux mondial et qu'on voit bien que leur dégradation est extrêmement facile.
Alors, la France dispose de capacités de pose de câbles, de réparation de câbles très importantes, de surveillance des câbles qui sont très importantes, aussi bien civiles que militaires, aussi bien publics que privés. Mais au-delà de ça, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la nécessité pour nous de mieux protéger à la fois les câbles et de mieux contrôler la pose de ces câbles, qui sont non seulement des vecteurs de communication, mais qui peuvent aussi être des éléments de surveillance que nous ne souhaitons pas avoir dans nos eaux, d'où les travaux que nous menons actuellement pour que nous puissions mieux protéger les câbles qui sont aujourd'hui posés, en interdisant les mouillages et en sanctionnant ceux qui seraient susceptibles de trop s'approcher de ces câbles, et puis deuxièmement, de mieux sécuriser la pose des câbles et de nous assurer que lorsque l'on vient poser un câble dans la ZEE française, eh bien on le fait là où la France le souhaite et selon les modalités qui sont les nôtres. Voilà. Donc je ne serai pas beaucoup plus long, je voulais simplement vous remercier de votre attention, vous dire que nous sommes, nous, le secrétariat général de la mer, avec l'ensemble des ministères et sous l'autorité du Premier ministre, totalement mobilisés pour assurer à la fois la sécurité et la souveraineté de nos eaux, qu'elles soient territoriales, mais au-delà, et que nous avons une vision à la fois nationale, souveraine, mais aussi très multilatérale de notre action, considérant que 70% de l'espace maritime mondial, c'est un espace international, que cet espace, il doit lui aussi être protégé. Alors, la Convention de Montego Bay nous a donné un premier cadre de règles qui est très important. Aujourd'hui, BBNJ nous offre un deuxième cadre qui lui aussi est déterminant parce qu'il va nous permettre de mieux préserver cet espace océanique international, et nous sommes très mobilisés pour que celui-ci soit toujours mieux préservé. Un deuxième chiffre que j'aime citer, c'est celui des 60%. 60% de l'espace maritime européen est un espace français. Et je pense que c'est un chiffre important à avoir en tête si l'on veut faire peser de tout notre poids dans la construction des politiques publiques européennes. Voilà, merci de votre attention, je ne serai pas plus long. Merci. Merci, mon général, de ce premier panorama déjà assez complet. Amiral, je me tourne vers vous pour 20 minutes. 20 minutes. Merci. 20 minutes. Pourquoi se défendre? Parce qu'on a des intérêts, parce que ces intérêts peuvent être partagés ou perçus de façon identique par d'autres. Donc nous avons des concurrents, quelquefois des partenaires, des adversaires, voire des ennemis. Alors je vais donc rapidement faire le tour de nos intérêts, rapidement faire le tour de nos ennemis, des menaces, et puis ensuite vous décrire un peu comment on en arrive à avoir une action globale de l'État en mer, un peu au-delà et dans la suite de ce que vient de dire le secrétaire général de la mer. Vous le savez, 90% en volume du commerce mondial passe par la voie des mers. Je rappelle qu'en Europe, 60% du commerce intracommunautaire de l'Union européenne passe par la voie des mers. Si vous rajoutez à ça le Royaume-Uni, qui est une île, comme vous l'imaginez, ça augmente encore. Ça montre bien donc l'importance que nous avons. Les intérêts que nous avons ont déjà été évoqués depuis les fonds marins, les ressources chimiques, biologiques, halieutiques, voire les nodules, les câbles. Vous savez qu'on ne connaît que 10% du fond de la mer. Nous ne connaissons que 10% du fond de la mer. Seulement. On connaît mieux la surface de la Lune, ce qui est quand même un peu embêtant. Et donc face à tout ça, nous y avons des intérêts qui ont été évoqués, et d'autres pays y trouvent les mêmes intérêts, au premier rang desquels la Chine, d'où le conflit dont vous avez pu entendre parler. On en parle moins aujourd'hui à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient ou dans les eaux européennes, mais la mer de Chine méridionale, 40% du commerce mondial passe par la mer de Chine méridionale. Or, nous sommes dans un monde mondialisé, globalisé, peu importe le mot, même si on dit que ça disparaît, c'est pas vrai. On continue à faire du commerce. Donc, les océans, 70% de la planète, les océans en haute mer, en réalité 50% de la planète, 70 de 70, ce qui vous explique que nous ayons besoin d'intervenir en haute mer. Mais il y a d'autres points qui sont importants, et sur les 12 derniers mois, vous avez entendu parler beaucoup de 4 des 5 points importants.
Les 5 points importants, le détroit de Malacca, vous en avez peu entendu parler, peut-être un peu pour la piraterie, mais c'est la sortie de la mer de Chine méridionale. Le canal de Panama, le président des États-Unis a expliqué qu'il voulait le récupérer. Le canal de Suez, vous voyez bien pourquoi, la mer Rouge. Le détroit de Bab el-Mandeb, ça c'est le sud de la mer Rouge, attaqué par les Houthis. C'est le 4e, enfin le dernier et 5e, c'est celui dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz. Donc si vous ajoutez la haute mer d'une part, ces 5 points de passage qui sont des points de passage obligés pour le commerce international, et si vous êtes une nation qui veut faire du commerce international et malgré tout à vocation maritime, quelquefois les Français l'oublient, eh bien vous en déduisez le type d'action que vous devez mener. Ce type d'action, il vous faut une organisation, il vous faut des moyens, et il vous faut une volonté politique. Alors j'écarte tout de suite la volonté politique, c'est celle de l'électeur. Et trop souvent, Éric Tabarly, qui disait que la mer, c'est ce que les Français avaient dans le dos quand ils sont sur la plage, a eu raison. Je pense qu'il faut qu'on arrive à changer un tout petit peu ceci. L'organisation, c'est le secrétariat général de la mer. Pour avoir été préfet maritime également, je peux vous garantir que c'est une organisation qui est enviée dans le monde entier pour son efficacité et son efficience, son rapport coût-efficacité absolument sensationnel. Demandez aux Américains, ils en rêvent. Et puis, une marine nationale. Vous remarquerez, je n'ai pas dit une armée de mer, j'ai dit une marine nationale. Avec la gendarmerie nationale, nous partageons quelque chose, c'est-à-dire qu'une partie de nos missions n'est pas militaire. Pour la gendarmerie, mais le secrétaire général de la mer est mieux placé que moi, c'est plutôt 90% qui n'est pas militaire. Pour la marine nationale, suivant les années, c'est entre 20 et 30% de son activité qui est consacrée à l'action générale de l'État en mer, et donc pour l'essentiel, sous la coordination du secrétaire général de la mer. La marine nationale ne s'est appelée armée de mer que pendant le conflit de la Première Guerre mondiale. Elle était marine nationale auparavant, elle est redevenue marine nationale depuis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les préfets maritimes sont des officiers de marine ayant commandé à la mer. Alors je vais rajouter à ça une autre notion qui ici est importante, puisque nous sommes dans le temple du droit, c'est la mer n'appartient à personne. Res nullius, disait Grotius déjà il y a 3 siècles. C'est toujours vrai. 50% de haute mer, c'est-à-dire hors zone économique exclusive. 50% de la planète. C'est énorme, absolument énorme. Il nous faut donc l'organisation, je vous l'ai dit, secrétariat général de la mer, marine nationale, et les moyens, eh bien, des bateaux et des hommes. Alors, vous avez la zone côtière, et nous avons une gendarmerie maritime, qui dépend d'ailleurs opérationnellement de la marine nationale, du chef d'état-major de la marine et des préfets maritimes. Ce sont bien des gendarmes, mais qui ont une formation spécifique et des moyens spécifiques. Ça, c'est vraiment pour la zone côtière. Et puis, dès qu'on s'éloigne, il faut des bateaux de plus en plus gros, parce qu'il faut pouvoir durer à la mer. Alors oui, vous avez un peu les affaires maritimes, vous avez un tout petit peu les douanes, mais ça ne va pas très très loin, ça va à quelques dizaines de kilomètres, à quelques nautiques. Et puis quand vous êtes en haute mer et que vous interceptez au milieu de nulle part, au milieu de l'Atlantique, un cargo dont vous savez qu'il fait du trafic de drogue, là, il vous faut des bateaux nettement plus gros. Donc quand vous regardez tout cet ensemble, vous apercevez qu'il vous faut tout le spectre des moyens pour protéger vos points de passage contre les mines, contre les missiles, contre ceci, contre cela. Il vous faut des patrouilleurs pour savoir ce qui se passe, des frégates pour éventuellement pouvoir rétorquer, des radars côtiers, des satellites de surveillance, des drones. L'arrivée des drones aériens et des drones navals, le drone naval, c'est surtout depuis le conflit en Ukraine, mais le drone aérien a été testé pour la première fois dans la marine française à la fin des années 80. Donc vous voyez, c'est pas une notion très nouvelle comme certains voudraient nous le faire croire. Le problème, c'est que faire se poser sur un bateau qui bouge une espèce de machin qui vole et qui pèse jusqu'à 400 ou 500 kilos, c'est finalement, il a fallu que les ordinateurs soient beaucoup plus puissants pour qu'on arrive à le faire sans casser une fois sur deux l'appareil. Mais ce sont des moyens, des capteurs, si vous voulez, pour obtenir du renseignement. Ce sont des capteurs absolument importants. Vous avez aussi des zones dans lesquelles il y a toujours de la piraterie.
Alors, c'est pas nous sommes moins directement concernés, ce sont les États côtiers dans le détroit de Malacca, mais il y a encore à peu près une dizaine de bateaux par an qui sont attaqués. Il y a régulièrement des crises de piraterie dans le golfe de Guinée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis maintenant 40 ans, la marine a en permanence une mission dans le golfe de Guinée qui s'appelle Corimbe. Alors, j'ai oublié le numéro, c'est une mission de 4 à 6 mois, mais peut-être connaissez-vous le numéro actuel, enfin, c'est monstrueux. Ça fait 40 ans qu'on y est. Et qu'on aide les bateaux à ne pas se faire attaquer au mouillage ou en route, carrément en pleine mer, avec des vols de cargaison, des prises d'otages contre rançon, évidemment, des équipages, et ça déstabilise un peu tous les États côtiers du golfe de Guinée. Donc, on a ceci à traiter. Nous avons le narcotrafic, qui est une mission, effectivement, de plus en plus importante. Au début des années 90, je commandais un bateau qui traversait l'Atlantique et je suis tombé à peu près 250 nautiques, donc au-delà de la zone économique exclusive marocaine, sur 2 cargos qui manifestement étaient stoppés et transbordaient quelque chose. J'ai rendu compte à l'époque au préfet maritime de l'Atlantique, qui était à Brest et dont dépendait la zone, qui m'a dit « ça n'est pas la mission de la Marine nationale de s'occuper du trafic de drogue ». Bon, on était au tout début des années 90, j'avais un peu hurlé, bon, je m'étais fait taper sur les doigts, je vois que maintenant, oui, nous y sommes venus, mais pour cela, il faut des équipages, des commandos, des engins que vous embarquez et des bateaux qui tiennent longtemps à la mer, longtemps, pas 3 jours, pas 8 jours, qui sont capables de tenir. Par contre, comme il s'agit de se défendre, vous avez aussi besoin de l'autre extrémité du spectre. Et ça va donc jusqu'au porte-avions. Et vous savez que le président de la République a décidé cet après-midi que le futur porte-avions, le successeur du Charles de Gaulle, s'appellerait France Libre. Je l'ai appris juste avant de rentrer dans cette noble assemblée. Donc voilà un peu tout ce à quoi nous devons faire face. Nous avons une petite marine, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Alors une marine performante. Vous savez que normalement, on estime que un tiers de votre matériel est toujours en entretien. Parce qu'un bateau, ça vit 24 heures sur 24. Ça navigue, ça ne s'arrête pas le soir pour redémarrer le lendemain matin. Donc quand vous avez 10 bateaux, il y en a au maximum 6, quand vous avez de la chance 7 à la mer. Là, aujourd'hui, nous avons mis 80% de la flotte, 80%, ce qui est un chiffre incroyable, 80% de la flotte est en Méditerranée orientale ou en mer d'Arabie, c'est-à-dire au sud d'Ormuz. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir très très longtemps. Il nous manque un peu de bateaux, donc ce n'est pas un appel au peuple que je fais, mais j'aimerais bien qu'on nous commande quelques frégates, pas une dizaine de frégates de plus, quelques frégates de plus et quelques patrouilleurs de plus. Si je vous dis que ramener à notre espace maritime, nos 11 millions et quelques de kilomètres carrés, le nombre de patrouilleurs que nous avons, c'est comme si nous avions une fourgonnette de gendarmerie en plein massif central pour surveiller toute la France. C'est ça, l'échelle. Alors, la fourgonnette, elle va rouler pendant 2 heures et le bateau, il est là pendant 24 heures. Donc, il faut aussi multiplier. Mais malgré tout, c'est juste pour vous dire que, oui, nous avons une belle marine. Je crois que nous avons des marins assez compétents. Mais on est quand même très maigre. J'aimerais qu'on soit mince. Pas gras et gros, mince. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Pour le reste, je me livrerai tout à l'heure à vos questions. J'espère que j'ai tenu mes 20 minutes, Monsieur le Président. Largement, vous avez rattrapé les débordements du... Il avait dit plein de choses. Merci, Amiral. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Prenez voilà, vos 20 minutes sans difficulté. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref pour traiter du sujet qu'il m'a été demandé d'aborder ici, qui tient plus, étant donné mes recherches, au lien entre la mer et l'économie criminelle, sujet sur lequel je travaille dans le cadre de mes recherches à l'EDEC et dans le cadre des reportages et documentaires que je réalise pour le journal Le Monde, avec une approche qui, j'espère, sera éclairante ici, qui consiste à essayer autant que faire se peut de rencontrer des acteurs de l'économie criminelle pour comprendre
comment ils créent de la valeur, comment ils arrivent finalement à infecter notre économie légale. Et on s'aperçoit que, enfin je m'aperçois en tout cas, qu'au cœur de cette action illicite se trouve effectivement la mer. Il est important, je pense, de comprendre que l'usage, ou plutôt le mésusage de la mer participe du développement de 3 dynamiques essentielles à l'économie criminelle, que j'aborderai encore une fois rapidement, parce que mon général et amiral, vous en avez déjà abordé bien des aspects, donc je ne voudrais pas être redondant. La première dynamique qui est essentielle à toute organisation criminelle, allons vite aux mafias, mais pas seulement, c'est bien sûr la prédation. Les gens que je peux rencontrer, les narcotrafiquants mexicains, colombiens, ils vont toujours au plus simple. Plutôt que de créer, ils prennent. Et en l'occurrence, la mer est malheureusement un terrain de chasse très très favorable à cela. Alors il y a plusieurs formes de prédation. Il y a des organisations qui prennent ce qu'on trouve sur la mer. Amiral, vous avez parlé de la piraterie maritime. Je passe beaucoup de temps dans le delta du Niger, dans le golfe de Guinée, avec des organisations qui font ça, des pirates nigérians, pour mes reportages. Et je pense que, alors c'est une forme de piraterie qui existe depuis de nombreuses années maintenant. Alors selon un organisme qui fait référence, le Mika Center, qui est un organisme de la Marine nationale, l'année dernière, c'est un peu plus de 350 attaques et actes de brigandage de mer qui ont été commis dans le monde, avec une 60aine à peu près dans le golfe de Guinée. Mais pour autant, je pense qu'il faut bien comprendre l'importance relative de cette zone en matière de piraterie maritime. Pourquoi ? Parce que le golfe de Guinée, pour cette prédation que j'évoquais, est absolument essentiel à l'économie mondiale. D'abord parce que c'est un lieu d'extraction pétrolière. Dans le golfe de Guinée, on trouve à peu près toutes les majors pétrolières et tous les parapétroliers qui font l'objet d'attaques incessantes, qui ont essentiellement pour but d'enlever des équipages. Et puis, la situation géopolitique actuelle renforce encore cet intérêt du golfe de Guinée pour la navigation internationale. Le golfe de Guinée est depuis, bien avant la crise des Houthis, est un axe de contournement de la zone de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb et aujourd'hui du détroit d'Ormuz. Donc il y a de plus en plus de flux de navires marchands et non pas de navires pétroliers qui passent à portée de tir et d'attaque des pirates. Cette piraterie, encore une fois, pour passer un peu de temps avec ces gens-là, ils sont malheureusement très très optimistes parce qu'ils ont de plus en plus de cibles. Et deuxièmement, ils ont des marges de manœuvre qui sont de moins en moins contrées. La seule force qui leur fasse peur, c'est la mission Corinthe que vous évoquiez, amiral. En revanche, et j'ai malheureusement pu l'observer, ils jouissent d'une complicité achetée de certains échelons. Je n'incriminerai jamais évidemment les autorités des pays limitrophes, ni celles du Nigeria en tant que tel, mais force est de constater qu'ils arrivent à corrompre des échelons intermédiaires, y compris de l'appareil militaire et de la marine nigériane, qui limite évidemment les capacités de coercition en la matière. Donc premièrement, la prédation avec cette piraterie maritime, notamment dans le golfe de Guinée, mais pas seulement. Le deuxième type de prédation, c'est non pas ce qu'on trouve sur la mer, mais dans la mer, et vous l'avez évoqué, mon général, c'est la pêche illicite, je n'y reviendrai pas, qui est pratiquée par pléthore d'acteurs, à la fois des entreprises légales qui se comportent de façon illicite, mais aussi, et c'est de plus en plus le cas malheureusement, d'organisations strictement criminelles qui diversifient leurs actions depuis les trafics vers ce type de prédation qui sont très très rentables et qui sont beaucoup moins risquées juridiquement pour eux. Je parle là des organisations criminelles brésiliennes. Je travaille beaucoup sur une organisation qui s'appelle le PCC, Primeiro Comando da Capital, qui est la principale mafia brésilienne. Au départ, ces gens étaient des narcotrafiquants, ils le sont toujours, mais ce sont aussi maintenant des trafiquants de bois, d'espèces animales végétales protégées en Amazonie, et ce sont aussi aujourd'hui des gangs mafieux qui pratiquent la pêche illicite partout où ils le peuvent. Encore une fois, ils vont toujours au plus simple. Et puis, troisième type de prédation, c'est non pas ce qu'il y a sur la mer, non pas ce qu'il y a dans la mer, mais ce qu'il y a sous la mer. Et là encore, il est essentiel, à mon sens, de revenir dans le golfe de Guinée. Le Nigeria, principal pays exploitant le pétrole du golfe de Guinée, le Nigeria est le 6e exportateur de l'OPEP, avec une production aujourd'hui qui oscille entre 1,8 et 2 millions de barils par jour. Ce sont 30% de cette production de pétrole qui sont volés
par des organisations criminelles, strictement criminelles, qui répondent en tout point à la définition d'une mafia. Il s'agit d'entités criminelles qui sont liées avec des acteurs légaux qui le corrompent et également avec des entreprises légales qui achètent ce pétrole. Ce pétrole qui est volé, il est volé à la fois dans le delta du Niger, ça n'est pas notre sujet puisque nous sommes à terre, mais essentiellement, ce pétrole volé, en fait, il est volé par des pétroliers fantômes qui ne sont pas des pétroliers de la flotte fantôme russe, mais qui sont des pétroliers affrétés par des entreprises légales qui viennent illicitement charger des cargaisons en haute mer sur les différents terminaux nigérians, notamment au large d'Escravos, le terminal d'Escravos, et qui viennent charger des cargaisons sans les payer, tout simplement en corrompant les autorités nigérianes en charge de la gestion de ces flux. 30% de la production du 6e exportateur de l'OPEP. Donc encore une fois, malheureusement, en termes de prédation, la mer a malheureusement des ressources illimitées pour ces organisations criminelles. La deuxième dynamique après la prédation, la deuxième dynamique criminelle qui est pour laquelle le mésusage de la mer est essentiel, c'est évidemment non pas la prédation, mais la création de valeur par les trafics. Le premier d'entre eux, c'est évidemment le trafic de drogue. Mon général, vous l'avez évoqué. C'est, selon les Nations Unies, 3700 tonnes de cocaïne qui ont été produites l'année dernière, 80% en Colombie, le reste entre le Pérou et la Bolivie. Cette drogue, son principal marché a longtemps été les États-Unis, donc il y avait déjà des flux maritimes qui partaient des zones de production vers ce marché initial. Mais aujourd'hui, les narcotrafiquants sur lesquels je travaille, que j'interviewe, tous font état d'une forme de saturation du marché nord-américain. Et donc, il y a des marchés de rebond. Le premier d'entre eux, c'est le marché brésilien. Mais très vite ont émergé deux autres marchés, le marché européen et le marché australien. En Australie, en France, le prix moyen du gramme de cocaïne, c'est 58 €. En Australie, c'est 90 €, rapporté en dollars canadiens. Donc évidemment, ce sont des marchés très intéressants. Et la production de cocaïne ne fait qu'augmenter. Elle augmente à peu près de 15 à 20% par an en Colombie, du fait d'une situation politique intérieure colombienne que je n'aborderai pas ici, mais l'explosion de la production de cocaïne est à l'origine de tous les problèmes qu'on rencontre en matière de narcotrafic en France, mais que rencontrent aussi tous ces pays qui sont devenus des pays consommateurs. Entre la Colombie, les cartels mexicains qui sont les traders finalement de cette cocaïne et l'Europe et l'Océanie, évidemment, il y a un transport maritime. Et là, on voit l'infection par ces organisations mafieuses qui sont des mafieux de la pire espèce, si tant est qu'on puisse faire une gradation, c'est-à-dire ce sont des gens qui tuent directement, mais qui sont aussi capables de produire et de vendre des produits qui eux-mêmes tuent. Donc on est vraiment dans le fond du crime, et ces gens ont un besoin essentiel d'utiliser le vecteur maritime, et de fait, ils infectent l'économie maritime à travers plusieurs de ces vecteurs. Je passe très vite sur certains vecteurs qui sont certes spectaculaires, mais à mon sens tout à fait mineurs. Le transport de drogue par voilier, le transport de drogue par submersible et non pas sous-marin comme on l'entend régulièrement. Certes, ça existe, c'est tout à fait réel. On voit aussi aujourd'hui, et ce sont les Colombiens qui en parlent, notamment d'une organisation qui s'appelle le clan del Golfo, ce sont des anciens paramilitaires colombiens extrêmement violents, très riches, qui sont très très innovants en matière de trafic. Eux développent aujourd'hui aussi un usage de drones maritimes à des fins de transport de drogue, mais on est au tout début. C'est pas comme ça que sont transportées 3000 tonnes de cocaïne chaque année. L'essentiel de la coke, elle est transportée dans des containers qui naviguent à bord de porte-containers. Ça, c'est le point principal. Et ça, c'est un problème énorme pour les compagnies maritimes, qui de fait deviennent des victimes collatérales du trafic, parce qu'il est, malgré tous les efforts que ces compagnies déploient, quasiment impossible pour ces compagnies d'être certains qu'à bord de leur porte-container ne se trouvent pas 10 kilos ou 3 tonnes de cocaïne, parce qu'encore une fois, les narcos, la première approche qu'ils utilisent pour mettre de la drogue à bord, c'est la corruption. C'est la faille humaine, notamment la faille humaine qui peut tout à fait exister à bord de certains employés, au sujet de certains employés de ces compagnies maritimes. Et malheureusement, c'est utilisé tous les jours. Donc, infection d'un acteur essentiel de l'économie maritime, l'industrie du shipping, premièrement. Le deuxième point, le deuxième type d'acteur, de vecteur, qui est utilisé par les narcos, ce sont les cargos de tout type, notamment les vraquiers. Et là, on trouve un lien beaucoup plus important et assez récent, et je pense très dangereux, notamment pour l'économie maritime française. Ces vraquiers, généralement, tels que me l'expliquent les narcotrafiquants, ne transportent pas la drogue de point à point. C'est-à-dire qu'ils sont chargés en mer, et après, ils larguent la drogue à proximité des côtes. C'est une technique qui s'appelle le drop-off. Et cette drogue, dans des ballots qui portent une valise GPS, elle est récupérée par
d'autres bateaux. Et aujourd'hui, ces bateaux qui les récupèrent, ce ne sont pas des petits hors-bord, des petits Zodiacs, ce sont des chalutiers. Ce sont des chalutiers, c'est des gens qui sont des marins-pêcheurs, tout simplement, et qui, vivant dans des conditions économiques très difficiles, certains d'entre eux sont tentés par accepter la corruption de ces narcos qui ont des moyens financiers sans limite. La rentabilité du trafic de cocaïne sur le flux que je travaille moi depuis des années de la région de Cali, Valle del Cauca, au sud-ouest de la Colombie, jusqu'à la région parisienne, actuellement, elle est de plus de 5000%. C'est-à-dire qu'un trafiquant de cocaïne, les trafiquants de cocaïne dégagent une marge qui n'a aucun équivalent dans l'économie légale et qui leur permet d'avoir une capacité d'infiltration financière malheureusement sans limite. Donc acheter un marin pêcheur pour qu'il prenne le risque d'aller chercher quelques ballots de coke, malheureusement, ça n'est pas très difficile pour eux. Le troisième vecteur qui est essentiel évidemment et qui est infecté tous les jours par ce mésusage de la mer à des fins de trafic, ce sont évidemment les ports. Et là, il y a deux solutions pour eux, telles qu'ils me le décrivent. La première d'entre elles, c'est encore une fois la corruption, qui est essentielle à la commission de tout trafic. La corruption de toutes les parties prenantes qui, sur un port, vont permettre ou plutôt peuvent empêcher la livraison et la sortie de cargaisons de cocaïne. On parle de tonnes. Aujourd'hui, c'est plus 50 kilos dans un container. Ce sont directement des tonnes, c'est-à-dire des containers entiers. Or, les containers, je ne vais pas faire ici un cours de sécurité des containers, mais aujourd'hui, les containers sont tracés. Ils sont très, très difficiles à ouvrir sans que ce ne soit détecté. Donc, ça demande des corruptions tout à fait actives de gens qui ont accès à la sécurité des containers. Ils ne sont pas 50. Donc, évidemment, c'est les dockers pour sortir les containers, mais pas seulement. C'est tous les agents transitaires qui travaillent sur un port, y compris, et je suis désolé d'insister là-dessus, y compris des agents publics, notamment des douaniers. Non seulement en France, mais dans tous les ports européens. Quand on parle d'infection des ports, cela m'amène à la troisième dimension de l'économie criminelle qui profite du mésusage de la mer, c'est le blanchiment. Prédation, création de valeur et blanchiment d'argent. Parce que tout l'argent criminel qui est gagné par ces gens, il est totalement inutilisable. Pourquoi ? Parce qu'il est généralement gagné en cash. Or, même à Dubaï, où j'ai travaillé, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai plus le droit de me rendre, mais même à Dubaï, on ne peut plus acheter un immeuble en cash. C'est totalement impossible. Ça veut dire que ce cash, il doit être transformé, il est blanchi. Et une fois qu'il est blanchi, cet argent, il est investi. Mais les narcos n'investissent pas leur argent de façon erratique. Ils ont toujours des priorités. La première des priorités, je passe très vite, c'est d'investir dans des entreprises qui vont être des lessiveuses à cash, tous les business qui sont légitimes à avoir un usage de cash, c'est une chose. La deuxième priorité, c'est toujours investir dans l'industrie du transport, tout simplement pour pouvoir transporter non seulement leur drogue, mais toutes les marchandises et malheureusement aussi ce qu'ils considèrent comme des marchandises des personnes qui sont des migrants illégaux d'un point A à un point B. Et quand on parle de blanchiment dans le transport, leur priorité, pour eux, c'est très difficile de prendre le contrôle de compagnies maritimes parce que depuis le 11 septembre, c'est un secteur qui est très réglementé. Les compagnies maritimes, aujourd'hui, elles ont un devoir de connaissance des clients qui affrètent des containers à bord de leurs bateaux qui font que c'est un secteur économique qui est très très difficile à pénétrer pour de nouveaux entrants. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est pas de pénétrer les compagnies maritimes, c'est de pénétrer des entreprises qui travaillent sur les ports, notamment des entreprises du secteur logistique. Et là, c'est catastrophique dans certains pays du monde. On voit au Brésil, le principal port en eau profonde, le port de Santos au Brésil, est totalement tenu par ce PCC, Primeiro Comando da Capital, dont je parlais. Aujourd'hui, ils ont une telle maîtrise du port que non seulement ils l'utilisent pour exporter les dizaines de tonnes de coke qu'ils vendent à la 'ndrangheta italienne, mais ils louent également ce port qu'ils considèrent comme étant leur à d'autres organisations sud-américaines pour qu'elles puissent passer de la drogue tranquillement. Le port de Santos, les ports de Guayaquil en Équateur, 70% de la cocaïne qui arrive en Europe passe par l'Équateur. La maîtrise du port de Guayaquil par les trafiquants équatoriens, mais surtout par les cartels de Sinaloa et les cartels de Jalisco mexicains et les narcos colombiens, est en train peut-être de faire basculer un pays entier, en train de faire devenir une démocratie, de transformer une démocratie en un narco-État. L'État équatorien essaie de résister, mais la guerre est peut-être déjà perdue. Et loin de l'Équateur, et je terminerai mon propos ici, il ne faut pas considérer que ce mésusage de la mer n'est pas un souci, n'est pas un problème pour des pays européens. Heureusement, l'état de droit français nous protège encore, mais il est un voisin qui malheureusement a, et ce n'est pas moi qui le dis, peut-être déjà basculé, c'est la Belgique. Le président de la cour d'appel d'Anvers. Anvers est le principal port européen. Le président de la cour d'appel d'Anvers, magistrat de haut rang,
belge, a eu le courage de dire que selon lui, la pénétration du port d'Anvers par une mafia qui s'appelle la Mocro-Mafia est devenue une question de sécurité pour la stabilité de l'État belge. C'est-à-dire qu'en fait, la pénétration de ce port par une organisation criminelle qui, depuis 25 ans, est un partenaire de toutes les narco-organisations du monde pour faire entrer la coke en Europe, la pénétration de ce port par cette mafia sans que l'État ne s'en aperçoive et ne s'en occupe pendant des dizaines d'années, et peut-être en train de faire basculer un État entier vers ce qu'on appelle un narco-État, c'est-à-dire un État où les narcos finalement font ce qu'ils veulent. On parle de la Belgique. Donc la mer, malheureusement, est un vecteur de transport, mais c'est aussi un vecteur, pardonnez-moi ce néologisme en ces lieux, mais de cancérisation criminelle, si l'on n'y prend pas garde. Mais vous ayant écouté mon général et vous ayant entendu amiral, je pense que l'État français a pris la mesure du problème. La condition de la réussite pleine de cette stratégie étant évidemment la capacité à mobiliser une coopération internationale sur ce sujet, mais je ne suis pas compétent pour en parler. Merci de votre attention. Mon général, vous aviez commencé votre intervention en nous disant que la mer est un espace de solution et d'espoir. La dernière intervention plombe un peu les débats, mais montre à quel point les défis sont absolument gigantesques. Je me tourne vers vous, Madame la députée, pour clore ce premier tour de table. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûre de relever le moral des troupes. C'est un honneur d'être ici et face à vous. On a entendu la France, pays marin, pour parler des territoires ultramarins et pas de la façade maritime de la métropole. C'est 12 territoires d'outre-mer, c'est 2,6 millions de Français qui vivent en outre-mer, la plupart d'entre eux sur des îles. Seule, je ne pense pas donc à la Guyane, mais qui a elle aussi une façade maritime extrêmement importante. Mais vous l'avez aussi entendu, on entend très peu dans la bouche de la Marine nationale ou même du secrétariat général la sécurité de nos ressortissants. On parle de nos ressources, on parle de nos territoires comme de lieux d'où on projette la puissance. On s'en sert pour accéder à des zones économiques exclusives, pour projeter la force. Mais, et c'est là où je vous amène à Mayotte, 375 km², dans le cœur du canal du Mozambique, terre française depuis 1841 et département à peine depuis 10 ans. Nous avons depuis 1976 un conflit ouvert avec notre voisin, les Comores, qui, ancien territoire français, a pris son indépendance, mais ne reconnaît pas le choix des Mahoraises et des Mahorais de rester français. Ce qui fait que Mayotte est l'une des terres de l'océan Indien qui concentre le plus de disputes territoriales pour la France. Je pense à Tromelin, je pense aux îles Éparses, je pense à toutes ces îles et ces terres australes qui sont revendiquées, que ce soit par Madagascar ou par l'île Maurice ou pour Mayotte, les Comores. Mayotte, donc, seule terre française ouvertement revendiquée par un pays étranger. Je le dis parce que vous l'avez entendu, c'est pas nécessairement dans les priorités, c'est pas perçu comme une menace, c'est pas perçu comme un enjeu qui devrait nous mobiliser. Et pour densifier mon argumentaire, je vais vous expliquer de combien de forces dispose la police nationale et la gendarmerie à Mayotte pour protéger notre île qui compte officiellement 320 000 habitants. Officieusement, on pense 450 000 habitants. Il y a 9 intercepteurs de la police nationale et de la gendarmerie. Je voudrais, à côté de l'amiral, tout de suite dissiper toute ambiguïté. Un intercepteur, c'est un super Zodiac. C'est pas un navire extrêmement complet. Un intercepteur, c'est des super Zodiac. Ils ont 2 moteurs et nos policiers et nos gendarmes qui sont dessus. Voilà, il y en a 9 pour protéger notre île. Ça veut dire que et 4 radars. 4. Et là, c'est une chance. J'étais au téléphone avec Mayotte pour vérifier. Ils fonctionnent actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ils ont même été souvent tournés ailleurs que vers Anjouan parce que ce serait trop facile si on avait des radars qui fonctionnent et qui regardaient la zone qui émet les clandestins.
Pour être précis, on est à seulement 114 km d'Anjouan. Donc les Comores, Anjouan, c'est l'île des Comores la plus proche de Mayotte. C'est celle qui nous envoie le maximum de migrants. On est à Mayotte avec, pour vous donner une idée, 21 409 expulsions en 2025. C'est 90% des reconduites à la frontière de tout le territoire national. Voilà. Alors, 21 409 personnes qui sont reconduites à la frontière. Vous vous dites, ouh, c'est fou. Nous, à Mayotte, on sait qu'ils reviennent tous dans la semaine. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. On sait que ces personnes, parfois, se présentent devant la gendarmerie ou devant la police nationale avec leurs affaires pour dire « je veux rentrer ». Souvent, c'est pendant la saison des mariages. Donc, si vous voulez, cette industrie de la reconduite à la frontière masque un phénomène qui est beaucoup plus important, qui est celui de l'arrivée massive. Dépendamment de la saison et de l'état de la mer, on est environ entre 100 à 200 personnes par jour qui arrivent à Mayotte. Effectivement, une des menaces qui est identifiée par Paris, c'est dans le flux de migrants qui arrivaient à Mayotte. Ça fait un petit moment que ça dure, hein, ça fait 15 ans que ça dure, de manière massive. On est depuis 5 ans avec une arrivée de plus en plus importante de migrants des Grands Lacs. Les migrants du continent africain arrivent et ont trouvé Mayotte sur leur carte et posent, ça a été dit avec une périphrase assez habile par le secrétaire général, d'autres difficultés. Parce que les reconduites à la frontière, c'est que les migrants comoriens, il y a un accord avec les Comores, donc on les reconduit, ils peuvent arriver le matin, ils sont reconduits l'après-midi. Un demandeur d'asile d'Afrique, ben non, on ne peut pas. Un demandeur d'asile, une fois qu'il a touché le sol français, c'est ouvert des droits par sa demande d'asile. Et sur un territoire, mais je pense que je ne vous apprendrai rien sur la question, où de nombreux droits et prestations sociales qui existent dans l'Hexagone n'existent pas à Mayotte, nous avons à Mayotte des demandeurs d'asile qui ont plus de droits que des citoyens français. Je parle d'un accès réel à leurs droits. Je ne parle pas des grands principes. Je n'ai pas la prétention même si je légifère, mais ça c'est une autre histoire, je n'ai pas la prétention de connaître le droit aussi bien que vous. Néanmoins, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'on a des personnes qui ont droit à des prestations sociales, la santé gratuite, mais surtout une prestation mensuelle, des aides alimentaires, auxquelles les Mahorais, des Français comme vous, n'ont pas droit, parce que les droits sociaux ne sont pas les mêmes, parce que les prestations sociales ne sont pas les mêmes. Et donc, ça a créé des tensions sociales extrêmement fortes. La principale, la plus visible, celle qui a été largement rapportée ici, ça a été le mouvement social de 2024, du printemps 2024, qui a été initié par l'occupation du stade de Cavani par plus d'1 millier de migrants africains qui se sont massés dans le stade de Cavani en exigeant des droits, celui d'avoir du logement, etc. Et la population a été ulcérée et a voulu les expulser manu militari. Ça a déclenché un mouvement social. Je vous raconte ça parce que le phénomène migratoire à Mayotte n'est pas du tout, contrairement à la narration qu'il peut y avoir ici et qui a cours depuis un moment, n'est pas du tout qu'un flux de misère et d'une population qui est en errance. J'ai commencé par la revendication comorienne et c'est précisément le sujet. C'est un pays qui envoie sa population sur une autre partie de la géographie, à Mayotte, dans un territoire français, pour contester la frontière et renverser la démographie à Mayotte. Ni plus ni moins. L'objet des autorités comoriennes, c'est qu'à terme, il y ait un autre référendum, un Xème référendum, pour que la population à Mayotte dise si oui ou non elle est française. C'est ça l'objet de l'immigration comorienne à Mayotte. Ce n'est pas le fruit de la fertile imagination de votre servante, c'est revendiqué, affirmé, même dans les colonnes du Figaro ou sur France 24, le président comorien vient à Paris et affirme tranquillement que Mayotte est comorienne. Et en envoyant sa population sur place, il est en train de transformer l'identité de Mayotte. Je le dis parce que quand on parle de souveraineté, autant vous dire que moi, c'est pas une abstraction.
La souveraineté à Mayotte est directement menacée par l'immigration. Ce n'est pas les fantasmes de grand remplacement, ce n'est pas un discours politique. À Mayotte, c'est quelque chose de constaté qui va bien au-delà des querelles partisanes. La deuxième chose, c'est que la difficulté pour les Comores, c'est que le droit international et le droit national français ne lui donnent pas raison. La France a été condamnée par des résolutions à l'ONU, mais vous savez mieux que moi qu'une résolution onusienne n'a pas valeur de droit. Qu'en fait, les Comores se retrouvent dans une impasse au niveau de l'international, donc elle est en train de changer la situation de facto pour créer une nouvelle situation à Mayotte. La deuxième chose, c'est, je joue au ping-pong avec le secrétaire général, la flotte fantôme russe flotte avec de nombreux pavillons comoriens. Les Comores sont un État qui est en train de déstabiliser une partie du territoire national, mais dont le président est accueilli en grande pompe à l'Élysée, que le président Macron, mais comme ses prédécesseurs, embrasse, salue, baisouille les petits pieds, pour ensuite se voir renvoyé dans les cordes par le même président Azali, qui lui dit « Vous êtes de Funès ». Lorsque, il y a l'année dernière, le président français a eu l'audace, lors de du sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar, de rappeler que Mayotte était française devant le président comorien. Et là, éclat de rire du président Azali, qui lui a dit « Vous me faites penser à Louis de Funès ». C'est ça. Non, mais je voudrais qu'on comprenne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écho des humiliations quotidiennes qu'on subit, mais c'est ça. C'est un État parasite qui vit de nos subsides publics, qui reçoit environ 300 millions d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine, ça, vraiment ça relève de la farce, et qui assume d'envoyer sa population, mais qui est passé avec un niveau plus haut, et c'est pour ça que j'ai parlé de Moscou. Depuis 2019, les Comores se sont rapprochés de Moscou pour faire monter les enchères vis-à-vis de Paris. Et la question de Moscou est très importante parce que, vous l'aurez peut-être noté ou pas, le ministre Lavrov évoque souvent, dans sa comparaison entre le Donbass et Mayotte, la question de Mayotte. Un des axes du conflit ukrainien, c'est évidemment la lutte de la Russie contre les alliés de l'Ukraine, et la France en fait partie. Un des points de vulnérabilité de la France, c'est ses outre-mer. Pour le passé compliqué, complexe, difficile avec la métropole, mais aussi pour ses enjeux symboliques, pour ses enjeux médiatiques, et à cause des difficultés spécifiques à chaque territoire. La Russie a choisi 2 territoires ultramarins sur lesquels elle tape particulièrement, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. La Nouvelle-Calédonie en appuyant les mouvements indépendantistes, la Nouvelle-Calédonie en utilisant considérablement les réseaux sociaux pour faire monter la tension sociale, et Mayotte en utilisant le ressort qui est très fort politiquement, localement, de la souveraineté, et en appuyant les Comores. Et donc avec, là aussi, toute la stratégie hybride d'utilisation des réseaux sociaux, de faire monter le conflit de l'eau, par exemple, de faire monter, lors de la loi Mayotte, tout un discours selon lequel la France serait en train de s'approprier les terres des Mahorais. Enfin, il y a toute une sorte de manipulation qui a lieu par rapport à Mayotte. Mais sur Mayotte, les Comores ne s'arrêtent pas du tout là. Elles ont fait une offre de service à Moroni. Elles viennent d'annoncer qu'elles ouvrent une ambassade alors qu'elles n'en avaient qu'à Madagascar qui s'occupait de toute la région. Donc, ouverture de 2 centres culturels aussi russes à Madagascar, à Mayotte. Et elles ont offert en toutes lettres une offre de service pour que la Russie aide les Comores à prendre le contrôle de Mayotte. Fin de citation. Voilà, je n'invente rien, tout est public. Tout est public. La deuxième chose qui est très importante de comprendre, c'est que les Comores ont appris auprès des Russes l'utilisation de la menace hybride que représentent les flux migratoires. Là aussi, ce n'est pas ma fertile imagination. L'OTAN et l'Union européenne, depuis ce qu'il s'est passé en Biélorussie, ont
qualifié l'arrivée intentionnelle de migrants envoyés par un pays hostile comme une menace hybride, avec un but très simple dont vous allez voir l'application à Mayotte. Vous envoyez un flux de personnes étrangères, vous asphyxiez les services publics, vous créez de la tension sociale et vous affaiblissez le pouvoir du pays d'accueil. Vous disloquez le tissu social, vous disloquez le tissu politique, vous créez de la discorde. Dans un deuxième temps, vous faites monter les partis extrêmes qui seraient favorables à vos propres prises de position. Donc vous avez dans un premier temps un mouvement social, de la tension sociale, une dislocation du pacte, et ensuite vous arrivez à faire monter des partis extrêmes. Voilà. Ça, c'est une stratégie inventée par les Russes qu'ils ont exportée en Biélorussie et dont ils ont donné les clés aux Comoriens, qui, depuis quelques années, envoient en masse des migrants africains à Mayotte. C'est QFD. C'est bête et méchant. Ça n'a aucun coût. Aucun coût. Vous utilisez la misère réelle des migrants qui veulent partir. Donc ils partent. Vous avez utilisé les routes migratoires ancestrales, puisque je vous rappelle que nous, on est très très liés avec le golfe arabo-persique qui nous a amené l'islam, qui utilisait la côte de l'Est de l'Afrique pour aller prendre des esclaves, qui remontaient avec des épices. Et ça, c'est une route très 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 ancienne, millénaire. Et aujourd'hui, il y a toujours du trafic humain. Je pense que notre collègue sait mieux que moi qu'il y a aussi, on le voit, alors je rappelle ma géographie qui est toujours très très sympathique, hein. À 500 km, c'est quand même le Mozambique avec Daesh, qui est en train d'empêcher les opérations de Total d'exploitation du gaz naturel. C'est maintenant une junte à Madagascar qui a utilisé, qui fait appel aux services de mercenaires russes. Et c'est donc les Comores, une petite démocratie dirigée par un général depuis 20 ans qui veut maintenant mettre son fils et qui envoie des flux migratoires par milliers de manière quotidienne. Et les Comores font quoi dans cette menace hybride avec les flux migratoires? C'est pour ses propres ressortissants, vous utilisez le droit du sol français contre la France. Donc vous utilisez la naissance, c'est 80% des naissances à Mayotte sont le fait de parturientes comoriennes. Vous utilisez le droit du sol pour retourner le droit du sol contre la France pour qu'à terme Mayotte ne soit plus française. Et puis vous envoyez les migrants d'Afrique qui passent uniquement par des passeurs comoriens, avec les réseaux par la Tanzanie. Les migrants ne font pas escale aux Comores, ils sont transbordés en mer et ensuite ils arrivent à Mayotte. Voilà, je vous dresse un tableau effrayant. Donc pour nous, le sujet, il est très 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 basique. On en a parlé un peu plus tôt. 1609, c'est le Mare Liberum de Grotius. Ensuite, c'est 1982, Montego Bay. 1994, la Convention de l'ONU sur le droit de la mer. Autant vous dire que le droit de la mer, c'est tout jeune, c'est tout frais, c'est en gestation, en réalité. C'est encore quelque chose qui s'écrit. Ce qu'on observe et qu'on a évoqué ici rapidement, c'est qu'il y a différentes écoles. Donc, il y en a qui s'appuient sur le droit, le semblant de droit existant pour se dire, mais on va se créer de la zone et de la souveraineté. C'est ce que font les Chinois en créant artificiellement des îles. C'est ce qu'ils font en mer de Chine. Donc ils vont amener du sable, ils créent un atoll et puis ils disent « hop, c'est chez moi ». Voilà, ça c'est la méthode chinoise. Ce que pose la migration en mer, c'est la tangibilité de la frontière en mer. Et ça, c'est un concept qui est quand même très 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 nouveau. Je parle sous le contrôle des orateurs à mes côtés. C'est-à-dire que la question de l'immigration clandestine, elle se heurte à deux concepts qui sont concurrents. Le concept pour l'État, c'est celui de faire exister cette frontière et de dire « vous ne rentrez pas chez moi ». Le principe fondateur en mer, c'est celui du sauvetage. Le trafiquant de migrants
va entrer dans la zone dans laquelle l'État, qui a la responsabilité à souveraineté, a obligation de sauver les passagers et donc de les faire rentrer à terre. Donc la périphrase pour dire la gendarmerie nationale, la police nationale font de l'interception à Mayotte, elles n'interceptent pas, elles vont voir le bateau dans lequel il y a des kwassa et elles ramènent les passagers du kwassa à terre pour ensuite les expulser. Je vous laisse méditer sur le côté kafkaïen de cette situation et de combien ça nous coûte aux contribuables. On ne lutte pas contre l'immigration clandestine, textuellement, on facilite l'entrée pour faciliter l'expulsion. Voilà, c'est là où on en est. Donc une concurrence entre le droit, une fois que ces personnes sont au sol, de protection, d'asile pour certaines, quand elles arrivent enceintes, d'aller tout de suite... Je n'invente pas, ce sont des personnes qui viennent et qui appellent de leur bateau l'ambulance pour les attendre à la plage dans laquelle elles vont atterrir illégalement pour aller accoucher à l'hôpital, pour que l'enfant ait du droit et qu'elle soit tout de suite inexpulsable. C'est des situations humaines qui sont cauchemardesques, mais dont le flux rend la situation complètement ingérable. Donc j'ai parlé de deux visions contradictoires. En fait, là-dessus, vous avez les Grecs et les Italiens qui, avec le pushback, sont en train de tester le droit pour dire est-ce que, puisque je vais concrétiser ce qu'est le pushback, c'est en haute mer, les bateaux, pas en haute mer d'ailleurs, dans la zone où il y a encore la souveraineté du pays qui s'exerce, à cette zone-là, les bateaux italiens ou grecs de l'armée, parce que pour le coup, non, le secrétariat général de la mer, mais les Italiens ont un système encore plus complexe, les Grecs ont encore autre chose, mais c'est de dire on repousse les bateaux à la zone où nous n'avons pas obligation de sauvetage et ils ne rentrent pas, ils ne se sont pas ouverts de droit. Et ça, c'est le pushback et c'est une des limites en termes de droit sur lequel les associations de défense des étrangers et les marines italiennes et grecques, avec leurs juristes, s'affrontent. Moi, j'avoue que je n'ai pas d'explication sur la religion de la France sur cette question, parce que M. le secrétaire général a soulevé ce qui est le paradoxe de la situation française. Dans la Manche, on est censé empêcher le départ de migrants tout en ne souhaitant pas qu'ils restent. À Mayotte, on ne veut pas qu'ils rentrent, mais on ne va pas les empêcher d'entrer. Cherchez l'erreur, mais je n'ai toujours pas compris où ils en sont. Et la presse accuse les autorités françaises, quelque part, de pushback dans la Manche. Parce qu'elle dit, vous n'empêchez pas les migrants de partir, vous ne les sauvez pas assez. Et il y a eu des plaintes. De la même manière à Mayotte, quand il y a eu des reportages assez récents en disant la violence des migrants contre les bâtiments, les intercepteurs de la police nationale ou de la gendarmerie, en fait, quelque part dans les reportages, on a l'impression de comprendre que la presse ou les associations de défense des migrants reprochent le sauvetage par la police nationale ou la gendarmerie. Elles disent la police nationale et la gendarmerie devraient laisser le passage et permettre à ces bateaux d'entrer en toute liberté, ce qui va contre le droit tel qu'on l'entend. Donc pour moi, la question, alors 4 radars et 9 intercepteurs, autant vous dire que je trouve ça, et là c'est la politique qui parle, risible. Moi ce que je déplore, c'est l'absence de Frontex à Mayotte, qui est la frontière européenne la plus exposée aux flux migratoires. Je ne comprends pas l'attribution des patrouilleurs outre-mer de la Marine nationale à La Réunion. Expliquez-moi quelle est la crise migratoire à La Réunion, ça m'interroge. Parce que je rappelle que le patrouilleur outre-mer, il est qualifié sur les questions migratoires. Il était
construit pour ça. Les préfets maritimes, il y en a un dans la Méditerranée et dans la Manche. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a 12 territoires ultramarins, dont 11 qui sont des îles et qui n'ont pas de préfet maritime. Voilà. Alors, ça fait partie des choses qui me désespèrent, je le dis franchement, ça me désespère. Donc, pour moi, la question, et je vais en conclure là-dessus, c'est que quand j'explique de manière assez virile malgré mon sexe, à l'état-major ou à la marine nationale, que j'estime que la lutte contre l'immigration à Mayotte est une question de défense nationale, qu'il s'agit effectivement d'un sujet de souveraineté, au sens clair et simple du terme, la marine nationale, l'état-major et la défense refusent absolument d'entrer dans la question de lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte, estimant, et à juste titre, et selon la rumeur de ce que j'ai entendu sur les conseils du secrétariat général de la mer, en fait, la marine nationale serait coincée à Mayotte dans des opérations de sauvetage et deviendrait un aimant à migrants. C'est-à-dire que connaissant le droit, contrairement à ce que souvent la presse imagine, le migrant n'est pas du tout ignorant des lois, il est conseillé, il y a des agences, etc., des associations qui sont très au fait et qui font savoir aux trafiquants comme aux migrants quels sont leurs droits. La Marine nationale refuse de déployer, malgré mes vociférations et celles de mes collègues, des bâtiments de la Marine nationale à Mayotte pour protéger la frontière parce qu'ils estiment que ce serait inopérant. Ils estiment que, de facto, poster un bâtiment de la Marine nationale entre Mayotte et Anjouan, ça en ferait simplement un aimant à migrants qui ne serait occupé qu'à faire du sauvetage. Donc voilà, je vous pose le sujet tel qu'il se présente à nous à Mayotte, de la schizophrénie du droit, qui crée un boulevard qui est parfaitement identifié par celui que moi j'estime être notre adversaire et non pas ni un allié ni un partenaire, les Comores, qui assument de revendiquer une partie du territoire national et qui sont en train, par l'arme du pauvre, la guerre du ventre et l'arrivée des migrants, d'arriver à de facto déstabiliser un département français qui est totalement asphyxié au niveau des services publics, qui ne peuvent pas faire face avec plus de la moitié de sa population qui est d'origine étrangère, à une inflation des demandes, à une explosion démographique qui n'est pas sa démographie. Donc on a, et vous l'avez largement entendu dans les médias, un État qui est quasiment un État français qui est effondré à Mayotte. De facto, il ne fonctionne pas normalement. Une île qui est très difficile à administrer malgré le fait qu'elle fait 375 km². Donc franchement, si on n'arrive pas à administrer Mayotte, il faut se poser des questions à Paris. Et à côté de ça, des outils juridiques qui ne sont pas adaptés, qui ne répondent pas, pour quantité de raisons, principalement parce que c'est une question de droit international, qui ne répondent pas aux enjeux. Alors, moi, je suis quelqu'un de... Je viens d'une toute petite île, on ne va pas changer le cours de l'histoire. Je voudrais simplement rappeler, de l'histoire avec un grand H, si la France décide qu'elle abandonne de facto un département français qui a voté pour le rester parce qu'un lilliputien voisin refuse le décompte des voix, je vous laisse imaginer l'effet domino de la 2e, 3e, 8e, 20e puissance mondiale, Xème puissance maritime, plus grande marine nationale. Je suis fille et sœur de marin, donc je le dis avec affection. Il faut s'interroger quand même sur les répercussions de ce qui est en train de se passer à Mayotte. Et entendre aussi que ce n'est qu'un dossier qui ne peut qu'en appeler d'autres. Si Paris lâche à Mayotte, évidemment qu'il y aura d'autres attaques ailleurs. CQFD. C'est ce que les Américains appellent un low-hanging fruit. C'est un minimum d'effort pour un maximum d'impact. C'est laisser faire l'inertie, c'est laisser faire le pas grand-chose, qui grignote, qui est invisible, qui n'est pas palpable, qui, avant que ce soit mesuré, c'est déjà un peu trop tard,
C'est ce qu'a évoqué notre collègue, par exemple, sur le port d'Anvers. Il y avait plein de mini-signaux. L'État belge, je ne vois pas. Et puis après, vous réveillez le matin, ils ont pris le contrôle du port. Les narcotrafiquants ont pris le port d'Anvers. Le parallèle n'est pas très éloigné pour Mayotte. Donc le sujet, c'est, pour moi, mais là, c'est la question de la logistique, mais aussi des moyens qui sont donnés à une vraie lutte contre l'immigration clandestine et un alignement entre l'OTAN, l'Union européenne et la France. Si au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne, on qualifie les flux migratoires comme une menace hybride, j'aimerais comprendre pourquoi au niveau de la défense et de l'état-major, cette question-là n'est pas traitée comme telle. Pour moi, ça me pose un problème. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Cette dernière intervention nous montre la complexité du sujet, même si les problématiques qui se posent à Mayotte ne résument pas la mer, on trouve beaucoup de problématiques liées à la mer dans la description que vous avez faite de la situation à Mayotte. Il nous reste un gros quart d'heure pour des questions de la salle. Est-ce que, avant les questions de la salle, je me tourne vers la tribune, il y a un souhait de réaction de l'une ou de l'un d'entre vous, peut-être pas vous puisque vous venez de parler en dernier, vous avez pu le faire, à des interventions d'autres participants de la tribune, mais ce serait pour des choses très brèves. Merci Monsieur le Président. Alors là, j'ai bien entendu le message. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Je vais revenir sur 2 points. Le premier, c'est la problématique du pushback, c'est donc le repousser vers. Le pushback, en fait, il est pas appliqué par les Européens, ni italiens, ni grecs. Ce qui a permis de baisser le flux migratoire en Méditerranée centrale et en Atlantique Canaries, c'est le travail à partir des États sources, des États rebonds, plutôt que, devrais-je dire, Mauritanie, Libye, Tunisie. C'est un travail qui est réalisé avec les autorités locales qui permet de bloquer les départs. Et c'est comme ça qu'on a réduit de 2/3 les flux sur les années 2024-2025 et ça se concrétise encore en 2026. Donc il n'y a pas de pushback et ça permet de venir sur le deuxième point, c'est le dispositif Mayotte. Le dispositif Mayotte, il a pour objectif des reconduites de 25 000 en 2026 et de près de 35 000 en 2027 avec deux effets. Un premier effet, c'est ce qu'on appelle le rideau de fer, c'est-à-dire c'est d'empêcher les Kwassa d'arriver à Mayotte par un dispositif d'interception. Alors évidemment, il y a du radar, il y en a 4, il y en aura plus. Il y a des avions de patrouille maritime, il y en a 3. Il y a des drones qui ont été mis en place. Il y a de l'optronique qui se développe avec vraiment comme objectif des stations avancées aussi qui ont comme objectif d'intercepter dans les eaux territoriales françaises où le droit français s'applique, le droit des étrangers, qui permettent d'intercepter ces navires, d'amener les personnes à Mamoudzou et de les expulser d'ailleurs dans les 24 heures pour l'ensemble d'entre eux, sauf les passeurs, parce que vous n'avez pas dit, mais il est clairement dans notre objectif de casser les réseaux, donc évidemment de saisir les navires et d'interpeller les passeurs. Donc il y a un vrai effort qui est fait avec un objectif véritablement en mer de casser les flux vers Mayotte et puis à terre de traiter, de prendre en compte beaucoup mieux les populations immigrées illégales pour pouvoir là aussi procéder à la reconduite avec des résultats qui en 2026-25 étaient quand même très supérieurs à 2024 malgré Chido. Voilà. Merci Monsieur le Président. Qui n'a pas été abordé ce soir, et je m'en étonne, qui est celui de la protection du littoral français et de la compatibilité entre le développement de l'éolien en mer et les nécessités de défense nationale.
Bon, par exemple, il y a des interférences radars. On a vu la Suède annuler 13 parcs éoliens en mer, en Baltique, à cause d'interférences radars qui retardaient d'une seconde la détection soit d'avions, soit d'engins sous-marins venus de l'autre côté de la Baltique. Le programme éolien en mer, en France, a été décidé il y a 15 ans dans un contexte qui était totalement différent, totalement différent du point de vue agression. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, en ce moment, se reposer la même question que la Suède et se demander s'il n'y a pas des parcs éoliens en mer qui sont extrêmement gênants du point de vue radar? Autre exemple, le contexte a aussi beaucoup changé du point de vue technique. Il y a maintenant l'importance des drones, ça a été souligné. Et si on pense à un parc éolien en mer comme celui qui va peut-être ou peut-être pas surgir entre Groix, Belle-Île, Quiberon, vous avez là un endroit idéal où peuvent venir se dissimuler des drones qui peuvent ensuite attaquer des installations comme l'aéronaval à Llanbiway ou peut-être pire encore comme les installations de Naval Group à Lorient. Autre problème, c'est le dernier exemple que je vais citer, celui des sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires, lorsqu'ils sortent de Brest, ils doivent se diluer dans la mer. Avant cela, la marine vérifie qu'il n'y a pas d'observateurs ou d'intrus étrangers qui seraient animés de mauvaises intentions ou qui seraient simplement là pour observer. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué avec la présence de ces parcs éoliens en mer. Donc ma question, est-ce que ce sujet pourra être abordé et est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps de se reposer dans ce nouveau contexte la question de la compatibilité du programme éolien en mer actuel et des exigences de défense. Et personnellement, nous disons qu'il ne faut pas faire de compromis avec les exigences de la défense nationale. Merci. Alors, qui souhaite répondre? Je découvre pour ma part que l'éolien en mer, non seulement est, je le savais déjà, très décrié pour des raisons environnementales, etc., etc. Et puis, c'est pas beau, etc. Ça gâche les paysages. Il vaut mieux faire du nucléaire. Et puis là, je me rends compte qu'il y a aussi des enjeux de défense nationale, amiral. Alors, l'éolien en mer, c'est une question d'idéologie. On sait, depuis la fin des années 90 et depuis l'installation du premier parc éolien en mer au large de Zeebruges, que les éoliens coupent les ondes radars, à tel point qu'il a fallu, à la fin des années 90, installer des radars en mer, donc des pylônes supplémentaires, parce que sinon, les pilotes du port de Zeebruges ne pouvaient plus piloter les navires de commerce qui rentraient. Les préfets maritimes, qui sont les 3 préfets maritimes métropolitains, ont toujours essayé de faire valoir dans les débats publics le fait que, bah oui, ça posait des problèmes. De même que ça pose un problème de mettre un champ d'éolien à l'entrée du Havre. On a créé les rails de circulation maritime pour éloigner les navires de commerce des cailloux, et on met des cailloux juste à côté. C'est vraiment un problème idéologique au départ. Par ailleurs, une fois qu'on a décidé de faire de l'éolien en mer, je serais quand même moins inquiet que vous ne le semblez sur les capacités de surveillance, de protection, que ce soit de Llanbiway, donc c'est-à-dire Lorient. C'est l'entrée du port de Lorient, c'est un grand aérodrome naval, aéronaval, ou bien la sortie des sous-marins nucléaires à Brest. Ça se surveille et les capteurs de surveillance peuvent être mis en place, y compris sur les dalles de béton, les cubes de béton qui servent de soutien à l'éolien en mer. Mais il est certain que l'éolien pose des problèmes, alors y compris à la télévision hertzienne d'ailleurs. Je ne vous parlerai pas de la Ligue de protection des oiseaux qui, comme ancien préfet maritime à laquelle j'avais eu affaire, s'énervait déjà sur les flux migratoires des oiseaux qui viennent du nord de l'Europe à l'automne, qui traversent pile la Manche, traversent le Cotentin, descendent vers la Bretagne. On peut toujours trouver tout progrès pose des problèmes nouveaux. Assez souvent, on arrive à trouver des solutions. Pas toujours. Mais il est certain que pour des questions vraiment idéologiques, d'idéologie de l'éolien, nous avons souvent pris des décisions en nous aveuglant volontairement. De temps en temps, il est bien de se reposer quelques questions. Merci de l'avoir fait, mais je serai quand même moins inquiet que vous.
D'abord, peut-être dire que l'éolienne en mer, c'est un rendement qui est bien supérieur à l'éolienne à terre, et que le schéma de déploiement de l'éolienne est véritablement très contrôlé, avec très bientôt les appels d'offres, enfin l'AO10 qui va être publié. Et dans cet AO10, et nous y avons veillé au sein du SGMR, un certain nombre de points qui répondent à votre question. D'abord, sur le volet radar, le fait d'imposer des répéteurs radar qui permettront de disposer, au-delà du champ d'éoliennes, de la même vision radar que ce qu'on a à terre aujourd'hui. De l'optronique aussi, pour surveiller l'intérieur de ces champs d'éoliennes, dont on sait très bien qu'ils peuvent être en effet des espaces où l'on se cache. Troisièmement, une protection par rapport au flux de transit, et en particulier aux 25% du flux mondial qui passe au large de nos côtes, avec la mise en place d'abord le maintien d'une sécurité de 10 nautiques entre ce champ et le dispositif de séparation du trafic, et puis deuxièmement, la mise en place de remorqueurs complémentaires qui viendront appuyer les remorqueurs qui sont à l'année en alerte sur nos façades maritimes, pour pouvoir garantir qu'un navire en avarie ne viendrait pas dans ces champs. Donc on prend en compte cette menace, et on a limité aussi très fortement le déploiement de ces champs d'éoliennes à des zones qui ne gênaient pas le déploiement de la dissuasion française. Donner la parole à la salle. Une toute petite question qu'a posée tout à l'heure Madame la députée, amiral. Pourquoi, ou vous, Monsieur le secrétaire général, pourquoi n'y a-t-il pas plus de préfets maritimes? Si vous voulez la réponse réelle, elle est assez décoiffante. Allez-y. Parce que les préfets terrestres s'y opposent. Ça fait des années que la marine est prête à fournir un préfet maritime pour la zone Antilles-Guyane. Le secrétariat général de la... Ça fait des années qu'on se pose des questions, et vous l'avez dit, Madame la députée, pourquoi pas un préfet maritime à Mayotte, vu la zone, et à La Réunion, celui de La Réunion ayant par ailleurs, à ce moment-là, autorité sur le sud de l'océan Indien et sur les zones de pêche. Et vous savez qu'il y a la pêche à la légine vers Crozet et Amsterdam, donc dans le Grand Sud, et que c'est aussi une zone de pêche interdite ou non contrôlée. En réalité, les préfets terrestres trouvent très très bien d'avoir cette capacité. Ils sont moins d'accord quand il y a des problèmes et qu'ils s'aperçoivent qu'il faut coordonner toutes les administrations qu'ils connaissent moins. Mais moi, je suis convaincu que c'est une des solutions. Alors, c'est noté pour le futur rapport. Alors, je me retourne à la salle. Monsieur, vous pouvez mettre votre micro, merci. Ça marche, voilà. Je voudrais revenir sur deux sujets qui ont été évoqués. Très spécifiquement, le radar de l'opérette, qui est en covisibilité électromagnétique avec un projet de l'appel d'offres 10, de façon manifeste. Allons-nous militariser l'espace maritime pour assurer une protection militaire déportée par rapport au radar de l'opérette? Deuxième question, pourquoi est-on obligé, dans les eaux territoriales, de demander aux maires si on peut poser des bouées de mesure dans le domaine public maritime, mais on ne leur demande pas si on peut y mettre 110 éoliennes de 300 mètres de haut? Bien, alors brièvement. Je vous remercie. Sur le radar de l'opérette, j'ai quitté le service actif il y a quelques années. Bon, alors écoutez, donc on n'aura pas la réponse. Et sur le deuxième sujet, qui revient sur l'affaire des éoliennes, Monsieur le secrétaire général. En fait, ces champs ont fait l'objet de concertations préalables avec les territoires. Ils ont été intégrés dans les documents stratégiques de façade, dans la stratégie nationale mer et littorale. C'est vrai que c'est une concertation qui a été longue, qui a été parfois fastidieuse, qui a donné lieu à des débats importants sur les choix politiques
parfois philosophiques qui ont été faits au profit de la décarbonation énergétique et donc de cette filière de MR. Je voudrais quand même rappeler que la filière de MR, au-delà de fait qu'elle produise de l'énergie décarbonée, c'est aussi une filière qui est très largement européenne, française, qui crée énormément d'emplois, qui développe, à Brest, ils ont très envie d'avoir cette filière EMR. Ils ont même construit un magnifique polder pour ça. Donc, il faut aussi voir le besoin d'énergie décarbonée, la possibilité que les EMR offrent d'une énergie décarbonée de qualité et relativement stable par rapport aux autres énergies décarbonées, et le fait que ça nous permet de développer une filière française et européenne de qualité. Merci. Alors, on va prendre une autre question, si possible, pas sur les éoliennes en mer, pour diversifier un peu ces questions. Alors, madame, vous êtes en face de moi. Pardon ? Oui, alors 2 par 2. Madame et monsieur. Alors, madame, allez-y. C'est une question plus pour la députée. Vous disiez que le problème avec Mayotte, c'est que le droit n'était pas adapté. Mais en soi, Mayotte, c'est un territoire français. Donc si on cherchait à adapter le droit spécifiquement pour Mayotte, on s'éloignerait peut-être un peu plus de cette idée, non ? Monsieur. Moi, ma question concerne la pêche en Guyane. Alors, je crois avoir entendu que, comment dit-on, la plupart des personnes qui pratiquent la pêche en Guyane, ce sont les personnes du Venezuela. Et j'aimerais poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une politique en vue pour pouvoir peut-être faire une étude sur les métiers au niveau des emplois susceptibles en Guyane, dans le domaine de la pêche, et pour qu'on puisse faire la promotion des métiers qui sont là et promouvoir l'attractivité des métiers de la pêche en Guyane. Est-ce qu'il n'y a pas une étude comme ça? Merci. Alors, sur la première question, madame la députée. Merci. Alors, madame, l'article 73 de la Constitution, dans l'article 72, prévoit que les règlements et les lois sont bien applicables de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer, mais qui peuvent faire l'objet d'adaptations. C'est la beauté de notre Constitution d'avoir pris en compte les circonstances spécifiques des territoires. Je vais vous donner un exemple particulier, mais qui fera bien discuter ici. Par exemple, lorsque l'année dernière, on a eu le débat sur l'abolition du droit du sol ou la limitation du droit du sol à Mayotte. Pour moi, et j'ai demandé, je voulais qu'on aille jusqu'à l'abolition du droit du sol à Mayotte, pour que le Conseil constitutionnel se prononce, parce qu'il y aurait eu inévitablement des recours, et qu'il définisse et qu'il délimite de manière très précise, dans le cas spécifique de la revendication comorienne, de la déstabilisation par les flux migratoires et de l'utilisation du droit du sol contre la République, pour tisser quelque chose de particulier pour le territoire de Mayotte. Ce sont les législateurs, l'Assemblée, le Sénat, qui se sont limités, ça a fait l'objet de débats intenses entre les parlementaires, pour ne pas aller jusqu'au Conseil constitutionnel. Et je vous dirais même, parce que c'est la première fois que je le fais publiquement, que j'aurais d'autant plus souhaité qu'on aille aussi loin, que cela aurait permis au Conseil constitutionnel de fermer la porte à l'abolition du droit du sol dans le reste du pays. Et que ça aurait clos cette question pour le débat national. Donc je vais vous dire, oui, il y a évidemment des spécificités ultramarines, et tant mieux que la Constitution les prenne en compte. Je vous remercie. Le développement de la pêche en Guyane, vous en avez déjà parlé, monsieur le secrétaire général, dans votre intervention liminaire, donc on ne va peut-être pas y revenir. Peut-être, en apportant une précision, vous avez dit qu'il y avait des efforts qui étaient faits pour développer le secteur de la pêche en Guyane. Sur quoi portent ces efforts? En fait, ils portent sur 3 volets. Le premier volet, c'est l'offre de formation. Vous l'avez dit, il faut former des jeunes guyanais au métier de la mer et en particulier au métier de la pêche. D'où le développement de classes spécifiques au sein des lycées guyanais. Ça, c'est le premier point. C'est une décision du comité interministériel de la mer 2025 qui est en cours de mise en œuvre. Le deuxième point, c'est développer une filière pêche
Une filière pêche, c'est évidemment du maraillage, une capacité de commercialisation qui est très fragile aujourd'hui en Guyane. Et le troisième point, c'est développer la flotte de pêche. Et là, ça passe par le renouvellement de cette flotte et la révision de la politique de pêche commune, parce que nous sommes dépendants de la politique de pêche commune européenne et que cette politique de pêche commune nous a longtemps bloqués pour renouveler, adapter nos navires, créer des capacités nouvelles pour ne plus être dépendant de navires vénézuéliens qui pêchent souvent légalement sous licence européenne dans les eaux françaises. Et ce qui amènerait l'Europe à nous redonner ces fameuses licences. Bien, merci beaucoup. Je redoute que nous n'ayons plus le temps pour une question. Ah oui, mais il y a 5 doigts qui se lèvent. Complètement discriminé. Il y avait un côté de la salle, il y a ce côté-là, c'est à droite et la gauche après. J'en prends une, monsieur. Oui, bonjour, Nicolas Bourg, le réseau Énergie Terre et Mer. Ma question, je reviens encore sur le fait qu'on a un parc éolien actuellement au Tréport qui est en cours de finalisation. Je suis désolé, non, je suis désolé. Non, monsieur, c'est une je suis question. Désolé. Il nous reste 2 minutes. On va. Non, mais on. Attendez, il y a d'autres sujets. Bon, je pense qu'il est. Je peux finir ma question, s'il vous plaît. Il est 19h30. Est-ce que je peux? Non, il est 19h30. Nous ne prenons plus de questions. Je vous remercie de votre attention, de votre participation. Et je remercie chaleureusement les 4 participants à ce débat. Merci beaucoup à tous.